Chef Adam Bantala, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir au BRAC. Je suis ravi, Merci. honoré même. Merci beaucoup, Merci beaucoup Emmanuel. chef Adam. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Antelme Bria Savarin. Un jour, on lui posait la question de savoir qui il était, et voilà quelle fut sa réponse. Je suis homme, et il n'est rien de l'homme, ou du moins de son harmonieux plaisir, qui me soit étranger. Et vous, chef Adam Bantala, qui êtes-vous? C'est une très belle citation. Alors, cette question est assez complexe parce qu'on est plein de choses à la fois, parce qu'on a plusieurs vies aussi en même temps dans notre vie. Mais je vais me donner une définition très simple. Je suis un jeune chef de 37 ans, je suis originaire d'Algérie, je suis né à Constantine. Ma mère est kabyle, mon père est algérien. J'ai baigné entre deux cultures, la culture française et la culture algérienne. Je suis venu à l'âge de 4 ans en France, retourné en Algérie à l'âge de 10 ans. J'ai vécu donc toute mon adolescence, pratiquement jusqu'à l'âge de 20 ans en Algérie, et je suis revenu pour faire des études en France d'hôtellerie et de restauration, où j'ai enchaîné après derrière d'un parcours de maison, de formation, jusqu'à arriver pour moi, ouais, une certaine, certaine récompense de mon travail, d'avoir ma propre identité, mon propre restaurant, ma propre brigade. Donc voilà, chef simple, engagé, euh, et qui travaille au gré du temps et des saisons. Un beau parcours, peut-être avez-vous répondu à la question que j'allais vous poser à l'instant, mais quelle est pour vous, selon vous, votre plus belle qualité? J'ai une qualité qui me définit, encore c'est toujours compliqué de parler de soi, mais c'est une qualité que les gens m'ont appropriée. Je suis quelqu'un de généreux et qui partage beaucoup. Donc je pense que c'est dû déjà à ma culture, Oui. parce que là, la culture un petit peu orientale, méditerranéenne, on est dans le partage, on est dans ce côté très famille. Euh, donc voilà, si je dois me définir, oui, je suis quelqu'un de très généreux et qui aime bien partager. Mais partager tout, hein. Partager de mon temps, partager de ma passion, partager un morceau de pain avec autrui. Voilà. Mais depuis que je suis jeune, j'ai ça. J'ai Ça, se- j'ai cette nature ça en se fait. voit sur vous. Ouais, j'ai cette Ça se nature. voit sur vous. J'ai jamais accepté m'approprier les choses, même en étant petit. Si j'ai un jouet et quelqu'un d'autre qui est avec moi, un enfant qui pleure, je lui passe mon jouet. D'accord. Voilà, ça c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Donc avec le temps, quand on prend de l'âge, on se dit, c'est quelque chose d'inné, je pense. C'est quelque chose qu'on a en D'accord. soi. Ça fait partie de nous. Et on essaye un petit peu de le faire évoluer avec le temps. Donc le partage, c'est quelque chose qui me définit bien. Super, mais ça se voit sur vous, en tout cas on le lit Non, sur c'est gentil. sur votre visage. Trois questions de sémantique, chef Adam Bantala, trois questions. À savoir tout d'abord, donc vous êtes un grand chef cuisinier. Première question, qu'est-ce que être chef cuisinier? Deuxième question, qu'est-ce que la cuisine? Et troisième question, qu'est-ce qu'un aliment? C'est trois belles questions aussi. Je me définirais pas comme être un grand chef cuisinier. Je suis un chef cuisinier grand. Pour moi, ça n'a pas de signification exacte, même si je prends vraiment cette définition comme un compliment. Je suis quelqu'un qui est souvent en remise en question. Et je pense que c'est ça qui me permet aussi d'avancer dans la vie, de ne pas stagner. Euh, Être chef, c'est déjà assumer les responsabilités, avoir aussi ce côté managérial, ce côté aussi où on va avoir une ligne conductrice et qu'on va essayer de l'expliquer aux gens qui sont autour de nous, d'avoir vraiment une image bien précise de là où on veut aller, de pouvoir la visualiser, même si on ne sait pas si la finalité va être ainsi, parce que ça se joue dans notre subconscient, mais d'y croire au maximum et d'essayer de faire en sorte que tous les gens qui sont autour de nous, et pas derrière nous, j'utilise vraiment le terme autour de Autour de nous, nous. qui nous épaulent, nous suivent. Parce que ça ne pourra se faire qu'en équipe. Être chef, c'est ça, pour moi. C'est vraiment donner des impulsions, donner aussi un mouvement, une énergie qui vous fait partir d'un point A à un point B. Voilà. D'accord. Et le faire croire surtout. Oui, c'est ça.
Et Voilà. puis le vivre comme vous le Complètement, faites. Oui. complètement. Parce que c'est bien beau de le faire croire, mais si on ne le vit pas, Bien ça n'a sûr, pas de. Et vous, non seulement vous le faites croire, mais vous le vivez on est aussi. dans un métier de passion. Tout à fait. C'est comme Exactement. partir. On va arriver à la dernière question de l'aliment, mais c'est de partir vraiment d'un produit brut. Je donne toujours le terme, ça part de la fourche à la fourchette. Ça vient de la terre, de la mer ou autre, et ça se termine dans une assiette à être dégusté par un client. Donc de la fourche à la fourchette, il y a un cheminement énorme. La deuxième question que vous m'avez posée, c'était quoi? Donc c'était être cuisinier. Au début c'était être chef cuisinier, pardon. Deuxième question, la cuisine. La Qu'est-ce que la cuisine? cuisine, Comment définissez-vous la cuisine? la cuisine, c'est bien évidemment, c'est un métier parmi tant d'autres. C'est un métier de passion. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là, qui est des fois un peu compliqué à utiliser ou à être accepté, mais c'est un métier de sacrifice. Hmm. Automatiquement, quand on a de la passion, on sacrifie des choses. On va sacrifier un petit peu de notre temps, de notre vie privée, de notre énergie, mais d'un autre côté, tout ce que la passion va nous rendre, c'est incroyable. C'est ça, oui. On ne peut pas avoir un curseur en fait entre la passion et le sacrifice. Mais on est obligé quand même de se le mettre dans notre subconscient. C'est un métier dur, c'est un métier où ça demande du temps, de la réflexion. Euh, il faut être quelqu'un aussi d'assez calme pour moi. Moi, entre guillemets, je me considère comme la nouvelle génération, même si j'ai travaillé avec des chefs un peu à l'ancienne. On est un peu les chefs 2.0, où on arrive un petit peu aussi à canaliser notre énergie, à être à l'écoute de ses équipes. Et la cuisine, c'est un peu ça, ça ressemble à ça. La cuisine, c'est quoi? C'est un restaurant, c'est un partage, c'est une ambiance, c'est un univers, c'est tout un monde, c'est un accueil qu'on fait aux gens, c'est une philosophie aussi. Euh, J'aime beaucoup ce que vous venez d'utiliser, ce mot être à l'écoute. La cuisine, c'est être à l'écoute du monde, de l'univers. Complètement. Oui. Vous savez, le pouvoir d'un chef, pour moi, est incroyable. On est peut-être les sauveurs de cette planète. Je vais vous expliquer pourquoi. Sans prétention, les chefs actuellement, dans leurs mains, se jouent une écologie. Pourquoi? C'est à nous d'expliquer, et je vais encore utiliser un terme qui est très important, d'éduquer le palais du client. De leur dire, dans le monde, ici, l'être humain a le droit de manger 130 à 135 grammes de protéines par jour. Si on suit tous cette Oui. philosophie, la planète est sauvée, par exemple. Donc on a quand même notre responsabilité dans l'écologie. Ne pas utiliser des haricots verts en moitié de saison, ne pas mettre des fraises en hiver, ne pas utiliser les tomates aussi au mois de novembre. Donc on a aussi ce combat d'éduquer, d'expliquer aux gens. Moi, ça m'arrive à plusieurs reprises, par exemple, de refuser de faire des choses aux clients. Non pas parce que je le refuse comme ça bêtement, mais non parce que je leur explique que je ne peux pas le faire, que la nature, que Mère Nature ne m'a pas donné ce produit-là. Donc on a ce pouvoir en nous, les chefs, de d'aller sur l'écologie, d'aller sur l'éducation aussi du palais du client, de lui expliquer que la planète, c'est elle qui décide et non nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs qui se dirigent maintenant par ce côté très végétal, Mhm. pour laisser un petit peu la mer, la terre se reposer un petit peu et aller vers les légumes, les fruits, tout en respectant la saisonnalité. Tout à fait. Et Voilà. alors, ma dernière question, vous venez de parler des produits. Qu'est-ce qu'un aliment pour vous? Un aliment, c'est quelque chose déjà qui respecte les saisons. Un aliment, c'est quelque chose que nous-mêmes, on doit respecter de base. Son goût, son origine, et que derrière, on puisse lui apporter une valeur ajoutée grâce à notre technicité pour pouvoir probablement le sublimer ou peut-être le laisser juste au naturel. L'aliment aussi, c'est une combinaison d'autres aliments. Il y a des aliments dans la nature qui se combinent. La nature, des fois, est bien faite. Nous, les chefs, des fois, on est surpris par les saveurs, par les goûts, en combinant deux produits. On se dit, bah tiens, le céleri, la truffe, c'est magnifique. Le céleri, la pomme, et encore plein d'autres produits. Il y a des produits qui sont, et là on rentre sur le côté un petit peu plus recherche. Je ne vais pas aller dans la cuisine moléculaire, loin de là, même si on a eu beaucoup des précurseurs qui ont fait ça. Mais c'est quoi la cuisine moléculaire? C'est juste des chefs qui ont commencé à s'interroger sur les produits, tout simplement. Avant, on le prenait, le produit, on le cuisinait, on le goûtait, il avait une saveur, ça s'arrêtait là. À partir de la cuisine moléculaire, si on peut appeler ça une cuisine moléculaire, c'est juste un chef qui s'est intéressé exactement au produit, à sa fusion, comment il est cultivé, pourquoi il a ce goût-là.
avec quoi on va changer cette texture. Pourquoi quand on le cuit au four, il a ce goût, pourquoi quand on va le faire dans une poêle, il a un autre goût. Et c'est en fait juste une compréhension du produit. Et on est tous maintenant des chefs qui sont en train de suivre cette énergie qu'ils nous ont insufflée, les Thierry Marx ou les Ferrian Adrien. Pourquoi? Parce que on a de la réflexion sur la conception de l'assiette. On essaie Ah vraiment de oui. réfléchir. Et pour vous, quel est l'aliment, le principal aliment, le plus important? Je vais vous dire l'assaisonnement. L'assaisonnement, d'accord. L'assaisonnement, mais l'assaisonnement, ça ne s'arrête pas juste au sel et au poivre. Mhm. L'assaisonnement, on va aller chercher des épices, on va aller chercher des maturations, on va aller chercher, comment on appelle ça, une fermentation Mhm. qui peut se faire aussi naturelle. Il y a des choses qui existaient depuis la nuit des temps. Je vous donne un exemple. Juste le fait de faire saumurer les produits. Avant, le Mhm. saumurage de produits, c'est-à-dire les passer dans le sel, c'était déjà une façon de les préserver un peu plus longtemps dans le temps. Alors que maintenant, on les utilise pour les assaisonner, pour leur donner une texture autre. Donc en fait, on s'applique sur des anciennes méthodes qui sont revenues maintenant à l'heure du temps, juste parce qu'on les comprend C'est mieux. ça. Mais alors, je voudrais revenir quand même. Tout à l'heure, quand vous m'avez accueilli, vous m'avez dit un mot, et j'ai fait exprès de ne pas le relever parce que j'allais vous poser la question. Vous avez parlé du pain. Oui, Et vous savez que Platon, dans l'Antiquité, a parlé du pain. Et voilà ce qu'il souligne. Il considérait le pain comme l'élément fétiche de la République idéale, en tout cas de la cité. Et je le cite, les hommes se nourriront en préparant de la farine, à partir de l'orge, et de la farine fine à partir du blé, cuisant l'un, pétrissant l'autre, déposant de braves galettes et du pain sur des roseaux ou des feuilles propres. Chef Adam Bantala, pour vous, quelle est la force du pain? c'est c'est une question euh, qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que le pain fait partie pratiquement de toute ma vie. Le pain a une définition pour moi tellement importante. Pourquoi? Le jour où j'ai commencé à réfléchir et à concevoir le concept du braque, je voulais automatiquement mettre mon ADN dedans. Je déteste utiliser le mot fusion, parce que je ne considère pas que j'ai une cuisine fusion. Je vais plus utiliser le terme j'ai une cuisine d'histoire. C'est une cuisine d'histoire et en particulier mon histoire. Donc j'ai juste mis en fait une partie de moi dans cette cuisine-là. Et automatiquement, le fait de mettre une partie de moi, c'est de mettre mes souvenirs. Tous mes souvenirs, sans exception, il y avait du pain dedans. Pour moi, le pain est une richesse. Pour moi, le pain, que ça soit, il n'y a pas de milieu social pour le pain. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit autre, on a tout le temps du pain à table. Pour moi, quoi qu'il en soit, le pain faisait partie tout le temps de l'élément principal. J'ai des souvenirs encore quand ma mère me demandait d'aller acheter du pain. C'était important pour nous. Le pain, c'était ma mission. Quand je rentre de l'école pour manger le midi, il faut que je passe par la boulangerie, acheter ma miche de pain et rentrer à la maison. Excellent. Donc ça avait cette importance. Et on arrivait au milieu de la table et tout le monde prenait son morceau de pain, se le partageait et le mangeait. Mhm. J'ai voulu absolument refaire la même chose ici au Brac. C'est-à-dire de réfléchir et de me dire, quand les gens vont s'asseoir, leur mettre un pain au milieu tout chaud et le faire. C'est pour ça qu'on fait notre propre pain, on fait notre propre levain. Le levain qu'on a actuellement, il a 4 ans, C'est super. donc c'est comme un bébé. Et- On le nourrit parce que c'est un levain naturel, donc qu'on prend à chaque fois, qu'on nourrit pour qu'il fermente. Et on prend cette base-là pour construire notre pain. Donc notre pain est complètement naturel, il est fait avec des farines bio. Donc on a aussi cet apport aussi pour les gens de leur Mhm. dire, voilà, vous mangez quelque chose de sain. C'est notre C'est mission aussi en important, tant ouais, que chef. super. Donc le pain, pour moi, ça a une place incroyable. Et je pense que tous les restaurants, sans exception, doivent avoir cette, euh, cette philosophie de se dire, la première base de la conception d'un restaurant, c'est déjà de savoir quel pain nous allons mettre au milieu de la table. C'est chouette ce que vous dites, et en même temps, vous me faites penser au mot copain, le mot français Ouais, copain, qui en latin veut dire cum panis, c'est-à-dire avec le pain. Ça sous-entend que autour du pain se créent des rencontres, des amitiés, des copains finalement. absolument. Vous Le voyez. mot a été bien Le choisi. mot a été Le très mot bien a été bien choisi. choisi. Ouais. Le pain réunit. Le pain Et réuni. le pain surtout qu'on partage. Mm. Moi, je n'ai pas de pain qui ne sont pas à partager.
tous les pains sans exception que vous allez choisir à la carte sont obligatoirement partagés. Bon, bien évidemment, si vous voulez les manger tout seul, c'est à bonne volonté, si vous êtes sacrément gourmand. Et aussi le fait que les gens puissent les prendre avec eux. Ça, c'est très Moi, important. j'aime beaucoup ce que vous dites, chef Adam Bentala, mais en fait, vous venez de dire que ici au BRAC, vous pétrissez vous-même le pain, vous faites votre pain. Il n'y a pas de pain sans, je dirais, malaxation avec les mains, de la farine, etc. Je voudrais réfléchir avec vous sur la main. Le philosophe Aristote souligne que la main, c'est l'instrument le plus important en l'homme parce que finalement l'homme fait tout avec ses mains. Mais pour vous, qui êtes chef cuisinier au BRAC, vous vous servez de vos mains tous les jours pour cuisiner. Quelle est la force de votre main? Parce que finalement, la main, n'est-ce pas pour vous mettre une marque de votre histoire à travers votre nourriture? Tout à fait. La main pour moi a une importance primordiale. Pourquoi je vous dis ça aussi? J'ai toujours considéré, à partir du fait où je suis devenu chef, que la cuisine était un métier, parmi tant d'autres. Un métier, on se réveille le matin, on va au travail, on fait ce qu'on a à faire et on rentre chez nous le soir. Quand j'ai commencé à comprendre et à développer ce métier-là, et à prendre de la réflexion et un peu de recul, j'ai considéré ce métier-là plus qu'un métier, mais plus comme de l'art. Un peintre, Cuisinier, vous êtes un artiste alors. j'ai essayé de le comprendre avec le temps. On me disait des fois, oui, vous êtes des artistes. Mais je leur dis non, un artiste, c'est quelqu'un qui peint, c'est quelqu'un qui va jouer d'un instrument, c'est quelqu'un qui va créer de A à Z quelque chose. Et en fin de compte, j'ai découvert avec le temps que c'était le cas, mais il fallait que je le comprenne aussi, encore une fois. Moi, je suis beaucoup dans la réflexion et dans les preuves réelles. Je crois beaucoup en la capacité humaine. La main est un élément principal de la cuisine. Pourquoi? On a une réflexion, on imagine un plat, on ferme les yeux, on a même des fois des saveurs, des odeurs. On se dit, je sens de l'acidité, je sens des épices, je sens du cumin, je sens de la coriandre. C'est des souvenirs en fait olfactifs qui vont nous faire entrer. En fait, je me suis travaillé un palais mental. C'est carrément un palais mental. Et ce palais mental passe les informations à mes mains qui vont directement Super. créer ce plat. Et je pense que c'est ça en fait réellement la particularité d'un cuisinier. Et bien évidemment, sans les mains, nous ne pouvons absolument rien faire. Les mains vont juste finaliser ce palais mental qui a été créé par l'homme. Pour vous, il y a donc une harmonie Oui. entre le corps, l'esprit Comme quelqu'un, vous m'avez dit tout à l'heure, vous adorez ce piano. c'est ça. Ben c'est ça en fait. Je pense que le pianiste va imaginer la mélodie dans sa tête, va la vivre et va passer le message directement et ses mains vont tout de suite être guidées par ça. Et dans la cuisine, je pense que c'est la même chose. Vous savez, un chef, c'est comme un chef d'orchestre, hein. Il a une cuisine, personne ne joue du même instrument, mais il fait en sorte de faire jouer tout le monde en même temps pour C'est avoir super cette ça. harmonie. Donc, le cuisinier, c'est l'harmonie finalement des produits. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais alors, chef Adam Bentala, je voudrais poursuivre parce qu'il n'y a pas de cuisinier sans main, il n'y a pas de main sans geste, il n'y a pas de geste sans conscience. Oui. Parce que le cuisinier, c'est celui qui peut-être va penser les produits. Et ma question est la suivante, en quoi l'acte de cuisiner est-il une manière de penser? Je pense qu'encore une fois, en prenant un petit peu, on va prendre un peu de hauteur et on va voir ce métier-là d'une manière complètement différente. Euh, sans le vouloir exactement, euh, je pense que c'est en prenant de l'expérience qu'on découvre ces choses-là. Je prends un jeune cuisinier. Je vais lui expliquer un plat. Il va le réaliser, il va le produire. Parce que je lui ai insufflé mon inspiration. Hmm. Donc il va le faire d'une manière très automatique. Avec le temps, ce plat-là, qu'il a complètement maîtrisé, parce que d'une manière très répétitive, il va le faire sans aucune réflexion. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les deux profils? La première fois, il a emmagasiné les informations que je lui ai données et il les a retranscrites. Oui. Donc il y a eu quand même une manière de penser. Et les fois précédentes, comme il a enregistré et que c'est devenu quelque chose de très mécanique, il les a tout de suite fait d'une manière complètement naturelle. Donc c'est presque quelque chose qui est en lui maintenant.
D'accord. Je pense que réellement, la pensée est un élément non pas indispensable à la cuisine, mais c'est un élément primordial. C'est-à-dire que si nous n'avons pas cette manière de réfléchir, de penser, d'emmagasiner les informations qui sont autour de nous, de prendre tous les produits, tous les éléments, euh, notre état d'esprit aussi qui joue énormément, Tout à euh, fait. notre bonne humeur, c'est pour ça qu'il y a la saisonnalité. Les plats que je vais servir par exemple au mois d'hiver ou la saison hivernale seront complètement différents des plats que je vais servir au printemps. Je vais tout de suite avoir ces codes couleurs, je vais tout de suite avoir ces odeurs, je vais tout de suite. Donc la pensée vient aussi, je pense, de nos souvenirs, de notre vécu, de ce qu'on a envie de transmettre, de, de tout ce qu'on a envie de passer comme message. Oui, mais alors est-ce que c'est intéressant ce que vous dites, mais je comprends que vous soulignez que la pensée est en amont de la cuisine. Autrement dit, vous pensez pour cuisiner. Mais ne pourrions-nous pas dire que la cuisine permet aussi de penser? Complètement. Quand vous présentez un plat à vos clients, ça permet aux clients de penser. Mais vous, quelle est la pensée que vous avez en allant leur offrir le plat? Déjà, vous avez cette question qui va se poser, je pense que n'importe quel chef va poser, est-ce que ce plat va être bon? Oui, Est-ce que ce plat va créer de l'émotion? On n'est jamais sûr de nous à 100%. Le plat, pour moi, le plus réussi, c'est le plat qui va créer de l'émotion automatiquement. Vous savez, la plus belle critique qu'un chef peut avoir, c'est ça m'a fait remémorer, par exemple, mes souvenirs d'enfance, c'est ça. ou une odeur, Mhm. ou un parfum. Ou moi, vous savez, comme je vous ai dit au début, je suis originaire de Constantine. J'ai des fois des clients, des pieds noirs qui viennent. Donc on a toute une histoire avec ces gens, avec ces personnes, et qui me disent, c'est incroyable parce que j'avais l'impression de faire un voyage dans le temps et de redécouvrir des souvenirs d'enfance. Et je me dis, la puissance de ce plat, de pouvoir en un instant les prendre et Oui, les remettre des années en arrière par un déclenchement de souvenirs. Donc bien évidemment, donc il y a eu une pensée. Moi pareil, j'en ai eu une autre d'un autre côté. Et ça peut marcher aussi dans le sens inverse quand le plat ne plaît pas. oui, C'est possible. c'est possible. Vous voyez. Et c'est là où vous allez vous mettre en réflexion et vous allez penser à comment l'améliorer et qu'est-ce qu'il faut ou il ne faut pas dans cette assiette pour pouvoir encore arriver à cette émotion. Donc on est constamment en réflexion. Donc la pensée fait partie complètement de la cuisine. C'est superbe ce que vous dites, chef Adam Bentala. Vous venez, il y a quelques minutes, vous avez utilisé un mot qui allait être ma question, à savoir le palais, le goût. Il n'y a pas de chef cuisinier sans avoir je dirais, à la fois cette expression du goût et du palais, etc. Et je voudrais citer Kant, parce qu'Emmanuel Kant, en 1790, dans la critique de la faculté de juger, a travaillé sur cette question. Et voilà ce qu'il affirme. Par le nez et le palais, on n'accède qu'à des sensations singulières. Le goûteur reste seul avec des jugements de valeur qui ne concernent que lui-même. Chef Adam Bentala, ma question est la suivante. Peut-on avoir, vous en tant que chef cuisinier, pouvez-vous avoir un regard objectif euh, lorsque vous goûtez vos produits et vous goûtez les saveurs, etc. Parce que finalement, un goût, c'est subjectif. Et comment passer de la subjectivité à l'objectivité? C'est euh, c'est le fondement, je pense, réellement de la cuisine. La conception d'un plat, comme je vous l'ai dit, ça passe par la pensée, ça passe par des souvenirs, ça passe par une histoire, ça passe par plusieurs choses. On n'est jamais sûr de soi à 100% dans ce métier-là. Euh, on est sûr juste de vouloir passer un message. Moi, quand j'arrive à concevoir un plat, et je déteste utiliser le moi, quand nous utilisons avec mes équipes un plat, des ingrédients, des saveurs, on essaye de les aborder d'une manière très simple. C'est la juste cuisson, le juste assaisonnement, le bon équilibre des saveurs, et chaque chef va avoir son identité. C'est pour ça que la cuisine est très différente d'un chef à un autre. Quand vous allez manger dans un restaurant, vous y allez pour le chef. Vous y allez parce que
vous avez envie d'aller chercher les émotions que le chef va vous partager. C'est le cordon ombilical pour moi entre le chef, l'assiette et le client. Et ce cordon ombilical, bah, ça va être la saveur qui vont se conduire directement au palais. On n'est donc réellement jamais sûr de ce plat. On essaye juste de faire passer un message. Et j'aime bien utiliser ce terme-là parce que c'est un message qu'on essaye de faire passer aux clients de ce qu'on est, de ce qu'on reflète, de ce qu'on, de ce qu'on, de ce qu'on veut projeter en eux et la communication qu'on peut leur donner. Le chef parle qu'avec ses assiettes, parle qu'avec ses saveurs. Et les assiettes peuvent être complètement à l'opposé de ce chef. Vous allez l'apercevoir, ça peut paraître quelqu'un de rustre, quelqu'un peut-être d'assez timide, quelqu'un d'assez ferme, et ces assiettes vont peut-être être complètement à l'opposé de lui, vont être raffinées, savoureuses, peut-être même rajouter un côté assez esthétique féminin dans ces assiettes avec des codes couleurs, avec. Donc en fait, encore une fois, l'assiette et les saveurs vont définir la personnalité du chef. Mhm. Mais alors, qu'est-ce qu'une belle assiette pour vous? Une belle assiette, encore une fois, c'est une assiette qui va créer de l'émotion. D'accord, Voilà. d'accord. Parce qu'il y a des assiettes assez, et de plus en plus, je trouve, épurées, Oui, et très épurées. Et quelles émotions peut-on sortir d'une assiette où il y a assez peu finalement à l'intérieur? c'est une très bonne analyse. Pour moi, on est arrivé dans un ère où les assiettes sont épurées parce que les chefs ont plus confiance en eux. En fait, les assiettes qui sont remplies, c'est des assiettes où on ne sait pas dans quelle direction aller. C'est maître pour maître, parce qu'on a peur en fait de décevoir. Je pense que le chef qui, encore une fois, n'a pas encore trouvé réellement son identité, son ADN, c'est qu'il a encore un manque de confiance en lui. Plus il va avoir confiance en lui, parce que c'est un métier où on a besoin d'avoir de C'est confiance, vrai. plus on va évoluer, plus on va épurer. On va mettre juste des ingrédients, mais on est persuadé que ces ingrédients-là, si peu qu'ils soient, vont créer cette émotion, vont créer cette transition entre le chef et le client. Donc oui, on est entré dans une ère nouvelle. Et les assiettes sont plus épurées parce que c'est des assiettes qui ont la confiance en elles. Et donc finalement, c'est l'identité, c'est la patte humaine du chef cuisinier. Et c'est la Absolument. patte de proposer cette assiette. Chef Adam Bentala, peut-être une autre question. Est-ce que dans la cuisine, pour vous, il y a une part de mystère? Je voudrais citer Colette, l'écrivain Colette, qui souligne que si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Je trouve cette citation intéressante parce que pour vous, quelle est, entre guillemets, cette sorcellerie? Quelle est cette part de mystère que vous avez dans votre cuisine? Le terme qu'il a utilisé, eh bien, j'aurais même pu utiliser un autre terme. On est un petit peu des druides. C'est ça. Oui, le chef est un druide. Et Parce pourquoi que alors? parce qu'on a notre casserole, parce qu'on va aller mettre des ingrédients, parce qu'on va mettre des épices, parce qu'on va mettre des saveurs, parce qu'on va mettre du piment, on va mettre du gingembre, Et en fait, c'est un mélange de tout avec un certain équilibrage des saveurs qui vont faire en sorte que cette potion, on va continuer encore dans cette logique, vont faire de ce plat quelque chose de magique. Et les plats les plus réussis, la plupart du temps, c'est ça en fait. C'est vraiment de trouver la combinaison parfaite de tous ces produits qu'on a souhaité mélanger dans cette casserole. Donc vous allez voir au départ, c'est un boudi-boulia de tout, mais en même temps, pour vous, ça va l'être, mais pour le chef, non. Parce que, C'est encore ça. une fois, il sait où il va aller. Il a une direction. Alors, on ne sait pas si la finalité va être bonne, parce que même lui, à la fin, il va dire peut-être, j'ai peut-être trop mélangé, et là, ça va pas, et je vais peut-être rééquilibrer. Ou peut-être, ça va arriver, et ça va créer un plat formidable. Donc oui, on est un petit peu des druides. C'est ça. Ouais, c'est Mais vrai. alors on pourrait prendre aussi le mot de mystère dans un autre sens, le mot de métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la nature. Les philosophes ont beaucoup parlé de métaphysique pour parler de Dieu, pour parler de cet univers, de cet au-delà. Chef Adam Bentala, peut-être une question un peu personnelle, mais quelle est la place de Dieu dans la cuisine, dans votre cuisine? Je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou pas, mais Oui, si bah moi, peut-être. c'est une question très importante. Effectivement, moi, je parle très rarement de moi personnellement, mais moi, je suis quelqu'un qui vit avec la foi. Donc, moi, Dieu fait partie de ma vie au quotidien. Alors, certes,
il n'a pas d'impact sur ma cuisine, bien évidemment, mais il a un impact sur tout le reste. Donc sur mon état d'humeur, sur mes convictions, sur la direction que je veux prendre dans ma vie. Comme je vous ai dit, quand vous vivez un métier avec passion, automatiquement, tout ce qui va vous toucher, tout ce qui va vous impacter, cette spiritualité que vous avez en vous, va automatiquement se ressentir aussi dans votre cuisine. Donc c'est une partie de moi qui est très importante. D'accord. Voilà. Chef André Matala, malheureusement, l'interview va s'achever, Elle est mais passée très vite. En elle tout est cas. passée très vite, Très agréable. exactement, merci beaucoup. Mais à tous les milliers d'étudiants, de jeunes et d'étudiants qui vous regardent, qui nous regardent, quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui leur apporter? Le message d'espérance que je pourrais leur apporter, c'est bien évidemment de croire en ce métier, que chacun d'entre nous a une part de responsabilité, que nous devons, encore une fois, éduquer le palais du client, c'est à nous, chefs, de l'éduquer, que que la planète souffre, euh, qu'on a tous notre part de responsabilité dans tout cela. La preuve, on sort, on essaye de sortir d'une pandémie, je pense, qui va nous marquer à vie, cette génération, et qui nous a juste fait comprendre qu'un simple virus pouvait complètement bloquer le monde et nous faire sortir un petit peu de notre quotidien. Et en fait, ça, c'est un juste rappel, juste de se dire qu'on est peu de choses C'est ça. dans ce monde et que si on a cet état d'esprit de respecter, que ce soit la planète ou autrui, euh, ça pourra nous permettre de vivre des jours meilleurs, j'en suis persuadé, et de donner ce qui revient à la nature, c'est-à-dire juste le doux respect qu'elle nous a apporté depuis le début. Et c'est à nous, en fait, d'avoir conscience de ces choses-là et d'être dans cette continuité. Chef Adam Bantala, un grand merci. Merci, Emmanuel. Les amis, respectez la nature, respectez autrui, comme vient de nous dire notre ami chef Adam Bantala. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir, une Merci fierté, pour la Emmanuel. profondeur de vos mots. Et je voudrais terminer par une citation de Paul Gauguin qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup. Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux, un cœur large. Je crois que c'est vraiment ce qui vous caractérise le plus. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci pour votre confiance, en tout cas. Merci à vous. C'était un honneur. Merci beaucoup.